chinoise CNPCEC, qui exploite le brut des champs pétrolifères des Rogniers dans la région du Chariba-Guirmi, qui est à l'origine de ce désastre qui risque de coûter cher à l'environnement. Lors du perforage des puits, les Chinois ont laissé échapper plus de 7000 barils à la surface de la terre. Ce brut a été ensuite recueilli dans les fosses à ciel ouvert, provoquant une pollution de la nature à grande échelle. Informé de cette mauvaise pratique d'exploitation du brut, le ministre de l'Énergie et du Pétrole et le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques se sont rendus précipitamment sur les lieux. Après un constat d'amertume, le ministre de l'Énergie et du Pétrole éclate sa colère. J'ai fait 11 ans dans le pétrole avant de rentrer. Je n'ai jamais vu ça quelque part. C'est inadmissible. Et je crois qu'au début, on nous avait expliqué depuis N'Djamena que c'est une fuite accidentelle qui était arrivée sur un rig. Donc nous sommes venus pour voir. Et on s'est rendu compte que c'est une pratique qui se fait d'une manière assez constante. Et là, ce que vous voyez là, c'est du brut pur. Je ne sais pas à quelle profondeur. Le brut est cancérigène, ça détruit l'environnement pour toujours. On ne peut pas tolérer des choses comme ça. La réaction du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques ne se fait pas attendre. Il y a des arbres qui sont à 50-60 mètres qui sont asséchés parce que c'est toxique. Et il y a un problème aussi, c'est un problème de santé pour les main-d'œuvre tchadiens qui travaillent sans gants, sans protection. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Les deux hommes d'État ont été fermes quant à la dégradation de la nature et les risques en vies humaines. C'est une situation assez sérieuse qui nécessite des mesures extrêmement urgentes. Donc, on est avec nos collègues de l'environnement. Nous allons, dès notre retour à N'Djamena, prendre les actions qui se doivent pour essayer de résoudre ce problème d'une manière qui aussi servira d'exemple à d'autres gens qui ont des blocs au Tchad. Désormais qu'on va essayer de mettre des équipes techniques de l'environnement sur tous les sites pétroliers. Qu'à notre retour, on formera des équipes techniques de l'environnement pour que l'information soit remontée à temps. Après ces dégâts constatés, les deux ministres ne sont pas du tout satisfaits des explications données par la compagnie chinoise d'exploitation du brut des Rogniers pour justifier leur acte criminel. Ils ont fait une mise en garde sévère. Plus jamais ça. Dans la célébration de la fête du Ramadan, les fidèles musulmans se retrouvent pour exprimer des vœux et souhaits. C'est dans cette optique que la première dame de la République, Adji Diéné Kondé, reçoit en audience le groupe des femmes musulmanes. Ces religieuses véhiculent des messages de paix et de quiétude sociale en Guinée. Nous sommes venus prier pour la nation. Que Dieu bénisse le pays, pour que les Guinéens vivent dans la paix et la quiétude sociale. Outre cette audience avec les femmes religieuses, la première dame de la République a également reçu l'association des femmes leaders venues des 5 communes de la capitale. Ces femmes viennent témoigner de leur engagement à soutenir les projets de la première dame de la République et le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je voudrais vous rassurer, Excellence Madame la première dame de la République, en ce jour saint, que nous allons continuer le combat à vos côtés. Parce que nous vous respectons pour votre engagement à côté de votre cher époux pour l'aider à réussir le développement socio-économique de la Guinée. Cette journée a aussi connu la visite des épouses des membres du gouvernement. Elles réitèrent leur solidarité à la première dame de la République dans sa mission de promotion de la santé maternelle et infantile en Guinée. Nous vous rassurons de notre disponibilité à vous accompagner dans votre noble mission auprès de votre cher époux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Que Dieu vous protège ainsi que votre famille et que Dieu bénisse la Guinée.
En réponse, la première dame de la République a exhorté ses compagnons à s'investir davantage dans la promotion de la paix et l'unité nationale à travers tout le pays. Je fais appel toujours à votre courage, à ce que nous resserrons les rangs, être à côté de nos époux, faire en sorte qu'il règne la paix en Guinée. Il faut qu'on sensibilise les gens dans les quartiers, dans nos travail, pour qu'ils comprennent que la Guinée ne pourra jamais se développer si nous ne donnons pas la main. Donc merci pour tout ce que vous avez fait et que vous allez continuer à faire. Ces retrouvailles permettent d'échanger des prières et bénédictions pour le pays et ses fils. Ce centre de santé communautaire a été construit en 1997 par la mission fil-africaine pour accompagner le gouvernement dans la prise en charge des tuberculeux. Aujourd'hui, il accueille plusieurs types de patients alors que le manque de personnel qualifié pour son fonctionnement laisse à désirer. Dans ce centre, je ne suis que la seule qui est dans la fonction publique. Bon, les chefs de centre n'est pas dans la fonction publique. Les chargés peuvent aussi la même chose. Ils sont nombreux dans la CRD. Mais je demande à l'autorité afin qu'ils puissent nous aider à intégrer ceci. En plus de cela, je leur demande à ceux qui nous aident à renouveler les centres, nous aider aussi à avoir des médicaments essentiels. Actuellement, surtout, nous sommes en rupture des carnets rouges. On n'a pas de carnets, on travaille sur les carnets des réfugiés là. Depuis sa création, il n'a bénéficié d'aucune rénovation ni d'approvisionnement en médicaments. Ses murs sont lézardés, plafonds perforés, bref, un bâtiment en ruine. Pourtant, c'est l'unique centre de santé de cette localité, situé à 12 km de la ville de Macenta. Notre centre de santé, vraiment, quand tu vois, on ne peut pas dire que c'est un centre de santé. D'abord, le centre de santé est en mauvais état. Non seulement il n'y a pas de médicaments, donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'approvisionner le centre de santé en médicaments et en équipements. Et en deuxième position, moi qui vous parle ici, je suis chef de centre de santé de Sengbedou. Ça fait 4 ans, je travaille ici avec mes agents, mais nous ne sommes pas pris en charge, nous ne sommes pas engagés à la fonction publique. L'enclavement et la dégradation très poussée des pistes constituent un autre problème. Une situation qui affecte les populations de cette localité. Concessions dont un établissement scolaire de 12 salles de classe. C'est le bilan de cette opération de casse effectuée à Samatran Plateau dans la préfecture de Dibrika. Des bâtiments R+2 et 3 et autres villas sont détruits. Le cas le plus marquant est celui de ce groupe scolaire qui était la seule école de la localité. C'est un particulier, Sekou Keita, qui a dépêché une équipe en complice de la gendarmerie et de l'huissier Fadiga qui sont venus sur le terrain pour démolir ces bâtiments que vous voyez, cet établissement que vous voyez devant vous. Nous voulons que la justice soit rendue. La justice soit rendue parce que ce qui s'est passé, vraiment c'est quelque chose qui est à l'encontre du changement prôné par le professeur Alpha Condé. J'ai demandé est-ce qu'ils avaient un papier. Il dit que non, qu'ils n'ont pas laissé de papier. Que l'huissier dit qu'il est en exécution. Tu ne peux pas parler ou montrer quelque chose à quelqu'un. C'est quand même que l'ordre vient de la présidence. Selon les informations, un huissier de justice stagiaire était sur les lieux pour cautionner ces casses. Il se serait fait accompagner par une équipe des escadrons mobiles numéro 5 et 16 de la gendarmerie nationale. Je venais à peine de me réveiller. Aussitôt, je me vois entouré par des gendarmes. Elles me frappent à la poitrine. Ma femme et mes enfants ont tous pris la fuite. C'est ainsi qu'ils ont procédé à leur opération. Donc, annara mamulu fen kelen bila bar ngaya mulu bila dun nabongono dul bar mor da farala mina ko akal bulu bila mor kono. Les victimes se sont trouvées un avocat
Ce dernier regroupe actuellement tous les dossiers nécessaires pour saisir la justice. Il était aidé dans cette démarche par les autorités locales qui souhaitent elles aussi que justice soit faite. La décision qu'il prétend exécuter n'ordonne nullement la démolition. Dans le dispositif de cette décision-là, la démolition n'est pas ordonnée. Pendant la saison des pluies, le ministre de la Justice prend une note de service pour suspendre l'exécution des décisions d'expulsion, même des simples locataires, à plus forte raison procéder à un déguerpissement pendant cette période-là. Donc il y a eu violation de la loi de bout en bout. Et madame le préfet, et le maire, et le chef de quartier, personne n'a été informé de la casse. Personne. Moi, je n'ai pas manqué de dire à tous ceux qui sont intéressés dans ce dossier de faire une liste de tous ceux qui sont victimes. L'homme qui se dit propriétaire des lieux dans cette affaire est introuvable. Lui et ses complices ont pris la poudre d'escampette. Deux autres ateliers de couture viennent s'ajouter à ceux qui fonctionnent déjà dans plusieurs communes de Kinshasa. L'œuvre est du Programme national pour l'emploi des jeunes, PROYEN en sigle, qui répond à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila, dans sa politique d'exécution d'emplois décents pour les jeunes. Jean-Modeste Mamenga, coordonnateur du PROYEN, a dit que le passage obligé est de diversifier la formation professionnelle qui permet aux filles et aux garçons d'apprendre un métier comme la couture. Parmi les bénéficiaires de bien de ces centres se trouvent les jeunes de l'Alliance des jeunes kabylistes, en plus du cadre réhabilité, un nouvel équipement. L'ONG, les Amis d'Engaba, ont aussi bénéficié d'un centre polyvalent des métiers. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, qui a inauguré ces centres, a parlé de l'importance de cette formation des jeunes. Le PROYEN, que le coordonnateur Modeste Manenga pilote de main de maître, a disponibilisé un lot de matériel pour l'atelier de couture. Nous venons de le visiter. Il a aménagé aussi un bureau où les jeunes peuvent se retrouver et ainsi contribuer à la production nationale. Vous avez vu une bonne dizaine de machines, toutes neuves, qui ont été mises à la disposition de l'Alliance. Et donc, tout ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est d'en faire bon usage, mais qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin, qu'ils continuent à réfléchir et à nous proposer des projets. Et nous, de notre côté, nous ferons de notre mieux pour pouvoir leur obtenir du financement dans la mesure du possible. Hier, désœuvrés, plus de 50 jeunes vont désormais être occupés avant de savourer les avantages de l'auto-emploi. Les Congolais, sans exception, sans discrimination, ont droit au développement. Toutes les entités de la République démocratique du Congo méritent de bénéficier de l'attention du gouvernement. Le développement est fonction de la capacité des filles et fils de différentes classes à convaincre ou arracher le gâteau au niveau national ou des gouvernements provinciaux. Que dire des entités ou des qui ont personne aux affaires? Quoi qu'on en dise, le dialogue politique, les concertations nationales ou tout autre vocable, l'essentiel est de se parler. Finalement, la démocratie n'est autre chose que l'art de se parler et de se parler sincèrement. C'est dans ces cadres qu'il convient de circonscrire la rencontre ce week-end du réseau des femmes présidentes de partis politiques en République démocratique du Congo. Cette nouvelle plateforme qui veut réunir à son sein le parti politique dirigé par les femmes. La présidente de cette structure, Madame Irène Kalonji, qui a encouragé la tenue d'un dialogue sincère pour la bonne gouvernance de la nation, a invité toutes les femmes responsables des différents partis politiques de se joindre à ce réseau pour mener dans l'union ces combats de gestion de la chose publique pour le développement de nations. Ainsi donc, la femme ne doit pas s'ignorer ni être ignorée par celui qu'on peut appeler coéquipier homme dans les combats politiques. Car ignorer la femme, c'est s'ignorer soi-même. L'invité d'honneur à cette cérémonie, qui coïncide avec la sortie officielle de ces réseaux, Madame Adjake du Congo-Brazzaville, elle aussi présidente d'un parti politique, a profité de cette opportunité lui offerte pour marteler
que le combat des femmes est un combat noble devant les hommes. Pour éviter de cheminer en ordre dispersé, la présidence nationale de la FABACO, Madame Francine Kimassi, a exhorté toutes les femmes leaders des partis politiques d'œuvrer ensemble pour la réussite. S'agissant des concertations nationales, tant attendues par tous, le dialogue entre Congolais n'est qu'un moment de recherche de convergence sociale et politique pour redonner force à la nation. Le professeur Pierre Desmarais, professeur à l'Université libre de Bruxelles, a présenté son étude sur l'archéologie Luba. Il a démontré à travers un exposé appuyé par des images que les Luba du Katanga ont une archéologie qui date de 1500 ans et que ce peuple possède un riche patrimoine culturel car au 7e siècle, ils ont excellé dans la fabrication des objets d'art, notamment la hache qui symbolise la chefferie, les bijoux en cuivre, la poterie, la vannerie, la céramique, dont les vestiges ont été découverts à Likasi, Kambové, Lubumbashi et dans le parc Upemba. L'art Luba est donc une réalité, a conclu le professeur Desmarais, et qu'aucun groupe ethnique du continent africain ne possède une aussi vieille richesse culturelle et une évolution aussi foudroyante. Cette présentation a été faite devant les notoriétés Luba, parmi lesquelles le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubatambo, et d'autres membres du gouvernement de la tribu Baluba Ibukata. J'ai retenu que le peuple Luba, depuis plus de 1500 ans, c'est un peuple très organisé, comme vous avez suivi vous-même. C'était un peuple qui avait déjà donc sa culture bien déterminée, qui avait donc disons, sa technologie bien développée et qui avait donc disons, un système d'organisation, un système de défense, un système de financier assez développé. Encore un coup de filet de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des précurseurs. De nationalité nigériane, ils ont ingurgité 85 boulettes de cocaïne pour le premier, 95 pour le deuxième. Ils ont été interpellés à leur arrivée à l'aéroport de Cotonou en provenance du Brésil. Pourquoi est-ce que les saisies deviennent si nombreuses? Simplement parce que notre pays est un pays de transit. Un pays de transit. Et nous l'avons su, c'est pour cela que nous avons pris les dispositions qu'il faut pour balayer la route à ce transit. L'opération Jakpata continue elle aussi de démanteler les réseaux de trafiquants de stupéfiants. Dosso William, âgé de 33 ans, et Romao Edgar, la cinquantaine, ont été pris avec une forte quantité d'héroïne. L'autre grande prise de l'Osactide, ce sont ces cristaux translucides. Il s'agit en fait de 292 grammes de méthamphétamine, une drogue très chère dissimulée dans une pièce de machine pour être expédiée par courrier accéléré international à destination d'un pays asiatique. Il se peut que vous soyez un trafiquant, je dirais, malheureux ou naïf, que l'on exploite votre naïveté pour vous donner le titre d'un trafiquant. Comment? Vous voyagez avec un ami à l'aéroport, il dit, mon cher ami, je vais aux toilettes, garde-moi mon sac. Ça ne se fait pas, chers amis. Puisque si vous gardez son sac et qu'à l'occasion d'un contrôle de police, on retrouve la drogue dans ce sac, c'est vous qui êtes responsable. La loi 97-025 le dit clairement. Elle punit la détention. Ces différentes saisies ont été possibles grâce à la collaboration de certaines structures. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter toutes les autres structures à continuer à nous apporter leur aide. C'est un travail important qui revient à tout le monde et non à la police seule. Le Bénin, une plateforme de trafic de la drogue, les forces de sécurité entendent changer la donne. Ils appellent à la collaboration de toute la population et de toute autre structure de répression. Ville carrefour des départements du Jour et des collines, pôle de concentration humaine, d'activité économique, mais également pôle d'insécurité routière de plus en plus galopante.
C'est le constat général fait dans le Zouélé-Collines, constat qui est devenu un sujet de grande préoccupation. Pour venir à bout de ce fléau, des séances de sensibilisation et d'échange, comme c'est le cas en ce jour avec le Centre national de sécurité routière et autres organisations. La cible privilégiée est celle des conducteurs de taxi-moto, parce qu'autant leur rôle est capital dans la vie économique, autant leur niveau d'implication dans les cas d'accident est grand. C'est pourquoi la répétition ici est la pédagogie choisie. L'usager de la route se retrouve à plus de 90% responsable des sinistres routiers. L'insécurité routière doit être combattue au même titre que les autres formes de délinquance, car autant que nous sommes, notre vie peut tourner court du fait d'une erreur de conduite sur nos routes. Je voudrais nous remercier pour l'avoir compris, car c'est ce qui explique notre présence en ces lieux. Sur nos routes, les accidents de la circulation continuent de survenir les uns aussi tragiques que les autres. Au-delà de ces drames qui ébranlent la nation tout entière, c'est la révolution mentale tant recherchée sur la route qui, une fois encore, est ainsi rappelée à chacun de nous. Le CNSR à l'œuvre pour les populations qui n'attendent que la réduction des accidents qui les rendent meurtris chaque jour. Le respect du code de la route, un devoir citoyen. Il y aura le Forum des rois d'Afrique à Savalou, le 13, pour réfléchir sur l'identité culturelle de l'Afrique. Il y a la jeunesse montante où nous constatons beaucoup de dérives. Un exemple, vous voyez aujourd'hui, les jeunes ne savent plus comment porter un pantalon. On porte aujourd'hui les pelles qui sont au dehors, les fesses sont nues, les jeunes maigres portent toujours des ceintures au bas de leurs fesses alors qu'ils n'ont pas de fesses. On doit amener la jeunesse aujourd'hui à penser au développement. C'est sur ces thèmes que nous allons réfléchir avec nos pères d'Afrique et bien sûr la haute autorité royale du Bénin, la communauté des Yoruba. Tous les rois du Bénin seront là. C'est un grand événement. 15 août que nous fêtons habituellement, c'est la fête de l'Assomption. C'est une fête religieuse internationale. Donc il faudrait que les Savalois, très intelligents, réfléchissent pour trouver un créneau où parler et réfléchir avec les autorités. Raison pour laquelle Sa Majesté a créé la fête de Liam qui est en train de prendre corps. Et à cette fête de Liam, il aura naturellement les efforts de Sa Majesté qui va inaugurer la plus grande morgue du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest parce que dans l'hôpital de zone de Savalou, on n'a même pas une morgue, c'est dans les conteneurs qu'on dépose les corps. C'est une morgue moderne de 600 places. Et après ça, il aura naturellement la fête de Liam, suivie des décorations des autorités et des dignes fils de l'Afrique qui œuvrent essentiellement pour la paix. Et ensuite, dans la soirée, l'ORTB, la chaîne des grands événements, sera à Savalou pour jouer avec leurs petits frères de l'École nationale de journalisme à Savalou, la radio Cité naturellement, et puis la radio Tchéti. Et nous allons voir entre la chaîne des événements et les petits journalistes qui est plus fort, on le saura. Et on appelle cela la coupe du roi Tosso. Et c'est Sa Majesté qui va esquisser le premier pas sur le terrain. C'est ça qui va couronner la fin de la fête de Liam. Ça fait depuis un certain temps que Michel Emmanuel et sa famille souhaitaient venir à Madagascar pour sa faune, sa flore et sa culture. Leur rêve s'est réalisé. Ils ont ainsi consacré 25 jours de vacances pour visiter les sites attractifs de la grande île. Leur choix s'est porté sur la ville de Manakar, dans le sud-est. La vie des pêcheurs longeant le canal des Pangalanes, la culture et la tradition intémour étaient recherchées par ces touristes. Madagascar, ça fait longtemps qu'on a des images en tête et qu'on avait envie de visiter ce pays. Après, il y avait un choix important à faire sur soit voir le nord, soit voir le sud. L'île est beaucoup trop vaste et trop riche pour tout faire en une fois. Donc là, on a choisi de faire le sud. Et on pouvait facilement passer en plus de l'est à l'ouest. Et puis bon, évidemment, comme tous les touristes et comme tout le monde, descendre la N7
jusqu'à Tuléar. Ce qui fait la renommée de la région et les 7 embouchures, d'où son appellation Sedfinan. Les touristes qui y séjournent dans cette partie de l'île visitent ainsi une des embouchures, endroit regorgeant différents poissons et d'histoires. En tout cas, ça donne un très bon aperçu de la vie au bord de la rivière, des villages de pêcheurs. Et voilà, il y a un tout petit morceau de l'océan Indien, mais ça donne envie de continuer surtout. Des pirogues ramiers à la main, un environnement 5 étoiles, une nourriture bio, poissons frais, langoustes, camarans en grillade, font que la destination Manakar soit recherchée. Je reviendrai, nous confie ce touriste. Ah, je reviendrai, oui. C'est un aperçu. Résultat de l'examen du brevet d'études du premier cycle au BEPC 2013 dans la circonscription scolaire de Tchouroumandide, région Bouglaf, sont publiés l'après-midi du vendredi 9 août dernier. 1253 élèves sont admis parmi les 2320 candidats. Le taux de réussite atteint 60,73%. Ensuite, les admis en classe de seconde aussi sont affichés. Pour le centre d'écrit de Tchouroumandide seulement, 670 élèves sont admis en classe de seconde. Bien évidemment, les résultats secondes du centre d'écrit Kiranoué y compris. Un enfant de 10 ans a été retrouvé mort suite au débordement de Oued Heril. Un oued situé à 50 km du chef-lieu de Wilaya Tamanrasset et qui a occasionné la fermeture de la route nationale numéro 1 pendant plusieurs heures. Nous avons retrouvé la victime décédée malheureusement à environ 5 km au sud de la route nationale numéro 1. Nous l'avons transportée ce matin vers la morgue de l'hôpital. Aussitôt alertés, des éléments de la protection civile ont été mobilisés et d'importants moyens matériels déployés pour sauver les autres victimes, qui ont été fort heureusement repêchées vivantes avant de les transférer vers l'hôpital. Les dégâts auraient été plus importants si les éléments de la police dépêchés n'avaient pas sécurisé le périmètre en fermant les routes submergées par les eaux. Nous avons constitué 2 équipes, nous sommes toujours à la recherche d'autres personnes. Et comme l'oued est très vaste, l'opération de recherche risque de demander beaucoup plus de temps. Rappelons que ce type de catastrophe naturelle est prévisible dans toute la région de Tamanrasset, étant exposée aux fortes pluies saisonnières, lesquelles sont à l'origine de plusieurs dégâts. Décidément, rien ne semble arrêter l'hécatombe routière. Même la joie de la fête de l'Aïd el-Fitr a été gâchée par des accidents de la route mortels qui ont endeuillé plusieurs familles dans de nombreuses régions du pays. Pas plus tard que ce matin, un accident spectaculaire s'est produit à proximité du ministère de l'Énergie et des Mines au Val d'Hydra à Alger. La victime a mis en cause la défaillance des équipements de sécurité censés protéger le conducteur en cas d'accident tels que les airbags. الدراسات ديال الطوموبيل تقلبت شنو لي زاباك ما خرجوش مزيان سلكت لها والحمد لله لي زعما ثاني حاجه نيسيسير يدومونديوها كيروحوا يشريو طوموبيل لي زاباك يفيريفيوهم اسكو يمشيو سا سي اسونسيال في لا فواتور. Ainsi, après un mois de Ramadan particulièrement meurtrier où des dizaines de morts ont été enregistrés, la gendarmerie nationale fait état d'un bilan macabre pour ce qui est des accidents de la route survenus durant la période de la fête de l'Aïd al-Fitr. 42 personnes ont péri et 226 autres ont été blessées dans 130 accidents de la route recensés en l'espace de 4 jours seulement. L'accident le plus grave a été enregistré hier soir au nord de la wilaya de Djilfa, sur la route nationale numéro 89, au niveau de l'axe reliant la daïra de Berin à Ain Boussif, dans la wilaya de Médéa. En tout, 6 personnes, dont un bébé de 5 mois, ont été tuées dans cet incident survenu à la suite d'une collision entre 2 véhicules. Ainsi, en dépit des campagnes de prévention routière et du nouveau code de la route plus répressif, les accidents de la route ont pris des proportions alarmantes ces dernières années. L'excès de vitesse et les dépassements dangereux figurent parmi les causes principales de ces accidents qui causent une véritable tragédie sociale. Pour lutter contre l'augmentation des accidents de la route, la gendarmerie nationale multiplie les actions de sensibilisation et compte aussi acquérir de nouveaux équipements modernes pour contrôler le poids
et la vitesse des véhicules. Il est bon de rappeler enfin que l'Algérie occupe la 12e place parmi les pays arabes pour ce qui est du nombre des accidents de la circulation et la 3e au niveau maghrébin. Les villes côtières connaissent ces jours-ci un véritable rush. Après un mois de jeûne, les Essivans sont en quête de détente et de fraîcheur. Pour la plupart d'entre eux, les vacances viennent de commencer. Ils veulent en profiter pleinement. Au mois de Ramadan, on ne pouvait pas aller à la plage bien qu'on était déjà en congé. On va en profiter au maximum pendant ce mois. Ça m'a manqué de ne pas aller à la plage pendant le mois de Ramadan. D'habitude, on passe les mois de juillet et d'août au bord de la mer. Mais entre passer une journée en bord de mer ou à la piscine, les avis divergent. La piscine est néanmoins le lieu de prédilection des tout-petits. Je trouve qu'à la piscine, les enfants sont en sécurité. Il y a aussi les jeux, donc c'est mieux. Moi, je préfère la piscine. Il y a beaucoup de jeux, on se sent à l'aise. Il y a aussi des toboggans. On préfère la piscine. On vient pratiquement tous les jours. C'est propre et les enfants aiment bien. Mais la plage reste la destination principale des Algériens durant l'été. Ils y vivent des moments de plénitude et de détente. En dehors de l'insécurité maritime qui défraie la chronique au regard du retentissement qu'elle provoque sur l'échiquier mondial, une autre situation sournoise menace le golfe de Guinée. Il s'agit de la pollution marine et terrestre. À ce sujet, le secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée a tenu à attirer l'attention de l'assistance sur les risques qu'encourt le golfe de Guinée si rien n'est fait pour l'endiguer. Face à l'absence d'un mécanisme de protection et de défense de leurs intérêts, ces menaces n'ont pas tardé à se préciser avec l'augmentation de la production et de l'exploitation des hydrocarbures dans la quasi-totalité des pays de la zone, avec la croissance, l'accroissement de la demande de ces produits, non seulement dans les pays ou des économies développées, mais également dans des économies émergentes, avec donc la tentative de déplacement de la piraterie du golfe d'Aden vers le golfe de Guinée à la recherche des eaux plus accueillantes. Tout cela dans le cadre général de sociétés déstructurées par le choc de modèles conceptuels de vie affectés par des niveaux élevés de chômage, notamment dans le segment de la population plus jeune, et à cause de la consommation des drogues, des pandémies, le climat d'instabilité politique et sociale. Ainsi fixés, les dirigeants africains actuels ne rameront pas à contre-courant des aspirations des pères fondateurs de la Commission du Golfe de Guinée, à savoir Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et feu Omar Bongo Ondimba, ancien président du Gabon, qui militait dès les premières heures pour la défense et la sécurité des États en cas de menace, quelle qu'elle soit. Dimanche 11 août 2013, 19e dimanche du temps ordinaire à Nessé, la grotte mariale du grand séminaire cardinal Émile Biayenda est prise d'assaut par les chrétiens venus de tous les horizons. Une invitée de marque et d'honneur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo. L'événement, c'est le 15e anniversaire de l'ordination presbytérale des abbés Guy Noël Okamba et Gervais Proté-Yombo. 15 ans de vie sacerdotale, ça se fête. C'est un véritable motif d'action de grâce à Dieu pour le don de la foi, de la vocation et du sacerdoce. La célébration eucharistique est présidée par Monseigneur Urbain Gassogo, évêque du nouveau diocèse de Gamboma, qui a rappelé que l'efficacité et la fécondité sacerdotale dépendent de l'intimité avec le Christ. Que de foi n'entendons-nous pas dire autour de nous en quoi la venue de votre Christ a-t-elle changé la face du monde? Et pourtant, dans la foi, nous savons que tout a changé
depuis que Jésus, mort et ressuscité, a inauguré le royaume. En effet, l'aventure des abbés Guy Noël Okamba et Gervais Proteyombo avec le Seigneur commence le 11 juillet 1998 à Owando, quand Monseigneur Ernest Nkombo, évêque de Owando, d'heureuse mémoire, leur confiera le sacrement de l'ordre pour sanctifier le peuple de Dieu. D'ailleurs, pour symboliser leur ministère au cours de cette cérémonie, une petite fille, Maria, a reçu le baptême qui a fait d'elle prêtre, prophète et roi. Et puis, une vingtaine de couples mariés religieusement à l'Église catholique ont reçu des diplômes, bénédiction apostolique du pape François en guise d'encouragement pour leur engagement dans le sacrement du mariage. L'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, toujours très attentionnée, n'a pas manqué de féliciter ces foyers chrétiens qui constituent la cellule de base de la famille et de la société. Par ailleurs, un DVD de l'émission Cultura sur la foi dont l'invité était Monseigneur Portela a été remis à la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, question d'enrichir sa catéchèse en cette année de la foi décrétée par le Saint-Père. C'est le quartier le plus propre de Djambala, Oyonfula, un quartier sans sachets, sans débris, avec des arbres bien entretenus et vainqueur du prix président de la République pour l'assainissement et la salubrité. Organisé depuis 6 ans par le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ce prix se propose d'appuyer les actions des autorités locales dans la lutte contre l'insalubrité. Et en cette période de célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Congo, c'est Oyonfula qui décroche la palme d'or parmi les 9 quartiers de la capitale de la pomme de terre. Que vous êtes celle qui a eu à comprendre que les efforts de municipalisation accélérés entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont besoin d'un accompagnement. Vous avez eu cette initiative d'accompagner la municipalisation accélérée de manière concrète. Le ministère des Affaires sociales aura ainsi fortement donné un coup de main à la communauté urbaine de Djambala qui a le devoir et l'obligation d'accueillir les invités du 15 août dans un cadre plus salubre. Il faut montrer la plus belle face que nous avons de notre localité. Mais au-delà de cela, nous voulons que les habitants de Djambala vivent dans un environnement sain, dans un environnement assaini, propre. Et la tâche revient d'abord aux habitants eux-mêmes. Balayer chaque jour devant sa maison, sa parcelle, balayer la rue. Et pour appuyer l'action municipale à Djambala, la ministre Emilienne Raoul a mis à la disposition des autorités locales une série de kits communautaires composés de brouettes, de pelles, de houes, de râteaux et de bien d'autres matériels aratoires. La salle de promotion de la femme et de la famille en Bouddha, chef-lieu du département des Bamboutos à l'Ouest Cameroun, a servi de cadre la semaine dernière au lancement du budget d'investissement public sous le haut patronage de Teni Tedio-Jean, chef supérieur Bamesingé, par ailleurs vice-président de cette commission. À 4 mois seulement de la fin de l'exercice budgétaire 2013, les prestataires des différents projets dans les Bamboutos ne semblent pas tenir à leur engagement car le taux d'exécution est décevant selon Fankan Djoumessi, nouveau délégué départemental du MINEPAB dans les Bamboutos. On a ainsi noté l'abandon de plusieurs chantiers en cours d'exécution à cause de la forte concurrence des prestataires qui parfois se retrouvent en train de prendre des marchés de 20 millions de francs CFA à 14 millions de francs. L'absence à cette réunion de plusieurs prestataires a poussé le vice-président à mettre sur pied certaines mesures à contraindre tous ceux qui auront déjà pris des engagements à les respecter sous peine de sanctions sévères. Fankan Djoumessi, le nouveau délégué du MINEPAD, n'a pas manqué de donner des explications à ce sujet. On en retient que le taux d'exécution physique est autour de 7%.
Mais vous savez qu'avec la prise en compte du budget programme, on ne parlera plus du taux d'exécution physique, on parlera plutôt de l'exécution physique de l'autorisation d'engagement. Celle-ci également peut être estimée à 6%. Les membres du comité ont constaté un certain nombre de problèmes qui trouveront leur solution à travers la mise en place des recommandations fortes, c'est-à-dire la rencontre avec les gestionnaires pour faire le point et également la sensibilisation des prestataires parce qu'il y a un problème de fond, une lame de fond qui se dégage. Les prestataires défient toutes les normes techniques pour faire des offres qu'on peut appeler anormalement basses. Le jeu reviendra donc du côté des gestionnaires et des contrôleurs pour que la qualité soit sauvegardée. Le vice-président Teni Tedio Jean a d'ailleurs convoqué une réunion de crise avant le 10 août afin d'attirer l'attention des uns et des autres de l'impact que pourra causer ces retards dans l'exécution des travaux. Les différents intervenants ont noté l'absence du suivi des projets et ont exhorté la Commission à mettre rapidement sur pied une équipe qui fera régulièrement des descentes sur le terrain. Les femmes de Bouda, chef-lieu du département des Bamboutos à l'Ouest Cameroun, ont célébré la 51e journée panafricaine de la femme, placée sous le signe Renaissance africaine, rôle de l'Organisation panafricaine des femmes. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs a été présidée cette fois-ci dans les Bamboutos par l'adjoint préfectoral Souen Kwede Sylvain, en présence de Madame Chinkem Marie-Louise, déléguée régionale venue toucher du doigt les réalités de la femme africaine dans les Bamboutos. On a noté ainsi la forte mobilisation des femmes venues des 4 arrondissements que comporte ce département, à savoir Bacham, Babadjou, Galim et Mbouda. Madame Nomi Evelyne, déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille de Mbouda, s'est dit satisfaite du déroulement de cette cérémonie. Un sentiment de satisfaction parce que nous sommes là en train de mener toutes les activités par nous programmées. Et je crois que les femmes du département des Bamboutos ont compris, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, et le rôle de l'Organisation panafricaine des femmes à travers les différents discours qu'on a eus dans la salle. Pour Madame Chikem Louise, déléguée régionale, invitée pour la circonstance, cette association qui a été initiée lors des grands sommets des chefs d'État d'Afrique au siège de l'Union africaine a été salutaire puisque la femme est considérée comme la mamelle nourricière de toute l'Afrique, voire du monde. Plusieurs interprétations et défilés de mode ont clôturé cette cérémonie en Bouddha. Pour la 4e fois, la presse camerounaise a célébré de manière particulière la journée africaine de la décentralisation. La section locale de l'Union internationale de la presse francophone que dirige Aimé Robert Bina a organisé à l'hôtel de ville de Yaoundé son traditionnel débat avec une autorité de la place. Invité du club de la presse de l'UPF, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est Simi Méni. Nous continuons à produire du riz à Yaboua, à Maga, à Ndop, et fait exceptionnel, nous produisons du riz maintenant dans la forêt. Nous avons introduit de nouvelles variétés de riz qui poussent dans la forêt. Allez ici à Kono, vous allez voir qu'il y a des jeunes là-dedans qui produisent du riz. Le discours du chef de l'État, c'est vrai, on a besoin de performances, donc on va l'évaluer en termes de performance. Est-ce que nous produisons plus de riz? Oui. Est-ce que nous produisons plus de blé? Non. Est-ce que nous produisons plus de sorgho? Oui. Si on se base sur les statistiques de l'année dernière. Est-ce que nous faisons plus de maïs? La réponse est oui. D'ailleurs, regardez toutes les ONG qui font souvent des enchères là-dehors.
Je ne sais pas si ces derniers temps vous avez entendu parler du riz qui manquerait. D'ailleurs, il y a beaucoup de poulet aujourd'hui, ce qui fait que les importations de poissons ont baissé parce qu'on fait plus de maïs pour la provende. Et ceci permet de nourrir plus de poulets qui sont consommés par les Camerounais. Au centre du débat, le bilan des activités du Minader, les promesses non tenues du comice agro-pastoral de 2011 à Ibolva, le financement de l'agriculture et la transformation des produits locaux. Pour cet exercice, un collège de 4 journalistes pour tirer les vers du nez du ministre de l'Agriculture en 90 minutes. À chaque fois, Essimi Meunier est monté au créneau pour défendre les activités du Minader. Qui s'appelle Cacao et qui est le seul capable d'être échangé à l'extérieur pour que nous puissions obtenir soit des dollars, soit des euros, soit des yuans, soit des yens, soit de la livre sterling, bref, toutes ces grandes monnaies d'échange. Et une fois que nous avons eu cet argent, la première chose que nous faisons, c'est de nous précipiter au port de Douala pour aller prendre du riz pour manger. Si vous ne pouvez pas transformer votre maïs pour faire du gris, pour faire des farines, pour faire des huiles, pour faire de la provende, par exemple, alors vous l'aurez dans les mains sans savoir quoi faire avec, parce que tout ce capital nécessite de l'ingénierie, donc des hommes formés, mais nécessite aussi de la ressource financière pour acheter ces instruments. Au sujet de l'inquiétude des journalistes sur le décollage tardif de la banque agricole, Essimi Meunier a indiqué que la banque sera ouverte au privé s'il paye les taxes. Le ministre rassure que le cacao camerounais se porte bien avec 228 000 tonnes exportées en 2012. L'agriculture reste le moteur du développement du Cameroun, a dit le ministre. Cela devrait être par conséquent une affaire de tous. Le ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières est en quête d'une nouvelle gouvernance foncière au Cameroun. À l'occasion de la 5e réunion annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du MINCAF, l'axe prioritaire reste la protection des biens immobiliers de l'État. Les travaux ont été ouverts par le chef de ce département ministériel, Jacqueline Koung Abessike, a rappelé à ses collaborateurs les missions du MINCAF. Le MINCAF est principalement chargé de la gestion des domaines publics et privés de l'État, la gestion du domaine national et des propositions d'affectation, la protection des domaines publics et privés de l'État contre toute atteinte, en collaboration avec les administrations concernées, l'élaboration et la tenue des plans cadastraux, la réalisation de toute étude nécessaire à la délimitation des périmètres d'intégration cadastrale, à la constitution et à la maîtrise des réserves foncières en relation avec le ministre chargé du développement urbain et des collectivités territoriales décentralisées concernées. Les assises de 2 jours se déroulent sous le thème « La gouvernance foncière au service des grandes réalisations, amélioration des procédures et du service public ». Il sera donc question de lever la contrainte foncière pour faciliter les investissements, renforcer l'offre et la sécurisation des terrains, atteindre l'insécurité juridique par la maîtrise des litiges et des conflits fonciers. À l'heure des grandes réalisations, cette conférence apparaît comme un creuset d'idées créatrices et novatrices, un moment de partage d'expériences entre le personnel du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Cela intervient au moment où le Premier ministre a autorisé la diffusion du manuel des procédures et de guide de l'opération économique du MINCAF, un document qui servira de guide aux travaux qui s'achèvent le 13 août 2013. La communauté économique des États de l'Afrique centrale veut améliorer le climat des investissements et des affaires dans sa zone. Et c'est en vue de l'atteinte de cet objectif qu'un atelier régional de validation d'une étude menée pour la mise en place de l'Observatoire du climat des affaires dans la zone CEMAC se tient à Yaoundé au Cameroun du 12 au 14 août 2013. Atelier régional
dont l'ouverture a d'ailleurs donné l'opportunité au ministre camerounais en charge de l'économie, Emmanuel Nganou Djoumessi, de souligner à grands traits les enjeux de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires et des investissements dans la CEMAC, dont les pays membres font partie des 25 derniers parmi le rapport Doing Business demandé par la Banque mondiale en 2013. Occasion aussi pour le commissaire en charge des affaires au niveau de la commission de la CEMAC, Paul Tasson, de revenir sur l'importance même des assises de Yaoundé. Un observatoire du climat des affaires en Afrique centrale, c'est pour permettre aux économies de l'Afrique centrale de mieux maîtriser les contraintes dans la conduite des affaires dans la sous-région. C'est pour permettre aux décideurs de la sous-région d'avoir une bonne perception de la réalité, de ce que des difficultés que rencontre le monde des affaires dans l'Afrique centrale. C'est pour permettre à l'Afrique centrale de mieux s'organiser afin de tirer le maximum des capitaux. Lesquels capitaux sont aussi importants pour mener le combat contre le sous-développement. Lesquels capitaux sont si nécessaires pour permettre à ces pays de réaliser les grands objectifs de court terme, de moyen terme et de long terme de différents gouvernements. L'étude qui est ainsi passée au crible des observateurs de la CEMAC s'est appuyée sur celle menée par la Banque mondiale. Il s'agit notamment d'identifier les indicateurs plus pertinents pour l'Afrique centrale et de prendre en compte les aspects relatifs à la qualité des infrastructures, au niveau de la qualification de la main-d'œuvre, ainsi qu'au coût et à l'accès au capital. 3 grands aspects intéressent donc cette étude, notamment l'environnement des entreprises au niveau du pays de la CEMAC, le fonctionnement du système financier qui est très faible dans le secteur, mais aussi les infrastructures porteuses de croissance économique et le système réglementaire et judiciaire. Le premier atelier national de coordination du secteur eau, hygiène et assainissement s'est ouvert ce lundi 12 août au ministère de l'eau et de l'énergie. L'atelier s'inscrit dans la suite de la journée mondiale de l'eau qui s'était célébrée le 22 mars dernier. Cet atelier a pour but d'assurer la coordination des différents acteurs de l'eau et de l'assainissement. Les temps actuels étant accentués par des récurrentes crises humanitaires, à l'instar d'inondations, des épidémies de choléra ou des afflux des réfugiés, de nombreuses maladies pourraient être évitées si on pallie au problème d'accès à l'eau potable. En effet, sans un accès universel à l'eau potable, il est difficile d'assurer l'adoption et le respect des bonnes pratiques d'hygiène. D'où l'importance de cet atelier qui devra permettre d'assurer une meilleure synergie entre les différents acteurs du secteur d'eau, hygiène et assainissement. Parmi cette collaboration, nous retrouvons entre autres des représentants des ministères, des organisations non gouvernementales et de l'UNICEF. Au terme des travaux, il est attendu entre autres qu'une feuille de route pour la coordination des acteurs soit élaborée et que les différents participants soient outillés pour les cas d'urgence. L'atelier de coordination nationale des acteurs du secteur de l'eau et d'assainissement se déroulera du 12 août au 14 août 2013. L'Association des musiciens d'expression anglaise du Cameroun tient depuis ce lundi 12 août une session de formation professionnelle pour les artistes musiciens. Placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, ce séminaire de 3 jours, deuxième du genre, entend fournir aux acteurs de la profession les outils nécessaires pour la production d'une musique de qualité. Nous nous sommes rendus compte du fait que la plupart des artistes utilisent le talent pur. Or, à ce talent, il faut ajouter la science. C'est pour cela qu'on a fait appel aux professionnels, aux professeurs qui peuvent faire la recherche et nous donner les aspects, les astuces pour que nous produisons les produits qui sont plus compétitifs. Dans un contexte culturel marqué par une forte production musicale, il est nécessaire d'encadrer les musiciens dont le talent inné ne s'accompagne pas toujours d'une bonne maîtrise des techniques de la profession. En la matière, les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun dont sont issus ces musiciens sont dépourvues de structures de formation au métier de la production musicale. Les anglophones d'abord l'encourageaient par leurs enfants à faire de la musique. Puisqu'on se disait que la musique était pour les ratés.
aujourd'hui, le cas est différent. Donc, je me dis que cette, je dirais, marginalisation, ça finit déjà. Technique de composition, d'écriture, mais aussi technique de vente, promotion et marketing. Voilà quelques-uns des modules inscrits au programme de cette formation dont le quartier général est installé à la Fondation Solomon Tandem Mouna de Yaoundé.